Imaginez un ciel vide. Pas un nuage. Juste l'immensité bleue d'un après-midi sud-américain, il y a 6 millions d'années. Puis quelque chose apparaît à l'horizon. D'abord une silhouette, puis une ombre. Une ombre si grande qu'elle couvre le sol comme un nuage qui passe. Les petits mammifères dans la plaine lèvent la tête. Quelque chose dans leur instinct leur dit de ne pas bouger, de ne pas respirer. Ce n'est pas un nuage, c'est une aile. Une aile unique mesure plus de 3,50 m. L'envergure totale de cette créature dépasse 7 mètres. Certaines estimations parlent de 8 mètres, peut-être davantage. Pour comprendre ce que cela représente, imaginez un petit avion de tourisme, un Cessna. Maintenant, imaginez qu'il batte des ailes et monte dans le ciel en silence. Voilà ce que les plaines d'Argentine ont connu pendant des millions d'années. Cette créature s'appelle Argentavis magnificens, et c'est le plus grand oiseau volant jamais découvert sur Terre. Pas le plus grand oiseau volant. La distinction est essentielle, et elle est au cœur de l'énigme que les paléontologues tentent de résoudre depuis près de 50 ans. Parce que la vraie question, celle qui divise encore les scientifiques aujourd'hui, ce n'est pas de savoir ce qu'était Argentavis. La vraie question c'est, comment une créature de 70 kilos, avec des ailes aussi immenses, pouvait-elle réellement voler? Et la réponse va vous surprendre. Parce qu'Argentavis ne volait pas comme vous l'imaginez. Il ne battait presque jamais des ailes. Il faisait quelque chose de bien plus fascinant. Quelque chose que les ingénieurs aéronautiques modernes étudient encore aujourd'hui pour concevoir leurs drones et leurs planeurs de haute altitude. Cette créature avait résolu un problème de physique que l'évolution met des millions d'années à perfectionner. Et elle l'avait résolu avec une élégance que nos machines peinent encore à imiter. Mais pour comprendre comment Argentavis volait, il faut d'abord comprendre qui il était, d'où il venait, dans quel monde il régnait, et pourquoi, après avoir dominé les cieux d'Amérique du Sud pendant des millions d'années, il a disparu, laissant derrière lui quelques fragments d'os épars dans la pampa argentine, et une question qui n'a pas encore de réponse définitive. Préparez-vous. Nous remontons 6 millions d'années en arrière. Nous sommes au Miocène tardif. La période géologique que les scientifiques appellent le Miocène s'étend de 23 millions à 5 millions d'années avant notre époque. Argentavis vivait vers la fin de cette période, entre 8 millions et 6 millions d'années avant aujourd'hui. Le monde qu'il habitait ne ressemblait à rien de ce que vous connaissez. Et pourtant, il n'était pas si étranger. L'Amérique du Sud existait déjà, mais elle était isolée. Pendant des dizaines de millions d'années, ce continent avait dérivé seul dans l'océan, coupé de l'Amérique du Nord par une barrière d'eau. Un monde à part, une île géante. Et comme toutes les îles géantes dans l'histoire de la vie sur Terre, cet isolement avait produit des créatures que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des formes de vie étranges, expérimentales, comme sorties d'une autre branche du possible. Le climat du Miocène tardif en Amérique du Sud était chaud, sec par endroits, humide par d'autres. La végétation variait entre forêts denses et vastes plaines ouvertes, des protopampas qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Des rivières larges et lentes traversaient ces plaines. Des lacs peu profonds réfléchissaient un soleil brutal. Et dans ce paysage, vivaient des créatures extraordinaires. Des rongeurs de la taille d'un rhinocéros. Josepho Artigasia monesi, le plus grand rongeur jamais connu, pesait peut-être 1 tonne. Des paresseux terrestres gigantesques qui mesuraient 6 mètres de haut. Des macrochénies, des animaux à long cou ressemblant vaguement à des lamas, mais avec une trompe flexible et des proportions impossibles. Des glyptodons, ancêtres géants des tatous, blindés comme des chars d'assaut naturels, leurs carapaces formant des dômes d'os solides comme du roc. C'était un monde de géants, et Argentavis régnait sur tout ce monde depuis le ciel. Les premiers fossiles d'Argentavis magnificens ont été découverts en Argentine, dans la province de la Pampa, en 1979. L'équipe était dirigée par le paléontologue argentin Eduardo Toni et son collègue Rosendo Pascual. Ce qu'ils ont exhumé de la roche ce jour-là a immédiatement déclenché une onde de choc dans la communauté scientifique mondiale. Des os d'ailes, des os d'épaules et quelques fragments de crâne. Pas un squelette complet, les squelettes d'oiseaux se préservent rarement bien, leurs os étant creux et fragiles. Mais ce qu'ils avaient suffisait largement, parce que ces os étaient d'une taille que personne n'avait jamais vue. L'humérus, l'os du bras, chez un oiseau l'os principal de l'aile, mesurait 65 cm. Pour comparaison, l'humérus d'un albatros hurleur
l'oiseau aux plus grande envergure vivant aujourd'hui avec ses 3,50 m, ne mesure que 35 cm. Argentavis avait un humérus presque 2 fois plus long que celui du champion actuel. La description scientifique a été publiée en 1980 par Kenneth Campbell et Eduardo Toni dans le journal Contributions in Science du Musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Ils lui ont donné son nom, Argentavis magnificens. Argentavis, l'oiseau d'Argentine. Magnificens, magnifique, grandiose, imposant. Un nom qu'il mérite entièrement. Les estimations initiales de l'envergure ont oscillé entre 7 et 8 mètres. Le poids a été calculé entre 60 et 80 kg selon les modèles. Ces chiffres ont été affinés, contestés, révisés au fil des décennies. Mais leur ordre de grandeur n'a jamais été remis en cause. Argentavis était, et reste, le plus grand oiseau volant jamais enregistré dans les archives fossiles. Mais qui était-il vraiment? À quoi ressemblait-il? Et c'est là que l'histoire devient plus complexe et bien plus fascinante. Fermons les yeux un instant. Essayons de reconstruire Argentavis. Non pas à partir de notre imagination, mais à partir des os, à partir des données, à partir de ce que la science nous dit avec certitude et de ce qu'elle nous dit avec prudence. La première chose à comprendre, c'est qu'Argentavis n'était pas un oiseau comme les autres. Il appartenait à un groupe aujourd'hui entièrement disparu que les scientifiques appellent les Teratornithidae, les oiseaux terreurs. Un nom qui n'a rien d'exagéré. Les Teratornes étaient un groupe d'oiseaux de proie géants, propres aux Amériques, qui ont prospéré pendant des millions d'années avant de disparaître à la fin du Pléistocène. On en connaît plusieurs espèces, Teratornis merriami, Aiolornis incredibilis. Mais Argentavis magnificens les surpassait tous. Il était le roi incontesté de cette famille déjà impressionnante. Ses parents vivants les plus proches sont probablement les condors et les vautours du Nouveau Monde. Pas les aigles, pas les faucons, les vautours. Cette parenté nous dit déjà quelque chose d'important sur son mode de vie et sur sa physiologie. Maintenant, reconstruisons l'animal. La tête d'Argentavis était grande, très grande. Les fragments de crâne retrouvés suggèrent une tête d'au moins 50 à 55 cm de long, comparable à la tête d'un cheval. Son bec était robuste, crochu, puissant. Pas un bec délicat d'oiseau chanteur. Un bec conçu pour déchirer, pour arracher, pour saisir. Certains chercheurs, dont le paléontologue Kenneth Campbell lui-même, ont suggéré que ce bec ressemblait à celui d'un marabout géant. Large à la base, légèrement crochu à la pointe, capable d'engloutir des proies entières ou de fouiller profondément dans une carcasse. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Parce que la forme du bec d'Argentavis a déclenché un débat qui dure encore aujourd'hui. Un débat sur la question fondamentale de ce qu'il mangeait, et donc de ce qu'il était vraiment. Une première école de pensée, défendue notamment par Campbell et Toni dans leur publication originale, affirme qu'Argentavis était principalement un charognard, comme les condors actuels. Il planait au-dessus des plaines immenses du Miocène tardif, repérait les carcasses des géants tombés, glyptodons morts, macrochénies agonisantes, paresseux terrestres épuisés, et descendait se nourrir. Un nettoyeur du ciel, un recycleur gigantesque. Cette hypothèse est cohérente avec sa taille. Les très grands oiseaux volants ont tendance à être des charognards, parce que le vol actif coûte énormément d'énergie, et qu'un charognard peut manger en une seule fois suffisamment pour tenir plusieurs jours. Mais une deuxième école de pensée résiste. En 2007, une étude publiée dans la revue PLOS ONE par Marcos Cenizo et Herculano Alvarenga a analysé en détail la morphologie du bec et des griffes d'Argentavis. Et leurs conclusions sont troublantes. La courbure du bec, sa robustesse, la forme des griffes, tout cela suggère un prédateur actif, un chasseur, pas uniquement un charognard. Selon cette hypothèse, Argentavis chassait activement des proies de taille moyenne, des animaux pesant peut-être 20 à 30 kilos. Il les saisissait avec ses griffes, les immobilisait et les avalait entiers ou presque. Entiers. Des proies de 20 à 30 kilos, avalées. Imaginez la scène. Un petit mammifère traverse la plaine. L'ombre arrive sans bruit. Puis les griffes. Et tout est terminé. Bien sûr, la réalité était probablement quelque part entre ces deux extrêmes. La plupart des grands prédateurs et charognards actuels font les deux. Ils chassent quand l'occasion se présente, ils charogent quand c'est plus facile. Les condors des Andes, les parents vivants les plus proches d'Argentavis, sont principalement charognards,
mais peuvent saisir des proies vivantes dans certaines circonstances. Il serait surprenant qu'Argentavis soit radicalement différent. Revenons à l'anatomie. Le cou d'Argentavis était long et musclé. Ses pattes étaient puissantes, mais proportionnellement moins développées que celles d'un aigle ou d'un faucon. Autre indice que la saisie de proies vivantes n'était peut-être pas son activité principale. Son plumage reste largement inconnu, les plumes ne se fossilisant presque jamais. Mais en se basant sur ses parents vivants, condors et vautours, on peut imaginer un plumage sombre, peut-être noir ou brun foncé, avec des zones plus claires sur les ailes. Certains artistes paléontologiques lui donnent une tête partiellement dénudée, comme les vautours modernes, ce qui serait cohérent avec une alimentation en partie charognarde. Mais honnêtement, sur ce point, la science ne peut pas encore trancher. Ce que la science peut dire avec précision, c'est ceci. Argentavis pesait entre 60 et 72 kilos, selon les estimations les plus récentes. Son envergure atteignait 6,70 m à 7,20 m. Certains modèles poussent jusqu'à 8 mètres dans les scénarios les plus optimistes. La surface totale de ses ailes était d'environ 7 mètres carrés. 7 mètres carrés d'ailes déployées. Pour donner un ordre de grandeur, les ailes d'un albatros hurleur couvrent environ 1,50 m². Argentavis avait une surface alaire presque 5 fois supérieure. Et c'est précisément là que surgit la grande question. Celle que les ingénieurs aéronautiques, les biologistes et les paléontologues se posent depuis que les premiers os ont émergé de la pampa en 1979. Comment une créature aussi massive pouvait-elle décoller? Comment pouvait-elle rester en l'air? Et pourquoi, malgré sa taille colossale, l'évolution a-t-elle maintenu cette capacité au vol, au lieu de l'éliminer, comme elle l'a fait pour les autruches, les manchots, les kiwis? La réponse à ces questions va nous emmener dans le domaine de la physique, de la thermodynamique atmosphérique et d'une technique de vol que certains qualifient simplement de génie évolutif. Parlons de physique. Pas la physique abstraite des manuels scolaires, la physique concrète, brutale, implacable de l'air. Celle qui décide chaque seconde si un être vivant reste dans le ciel ou s'écrase au sol. Pour voler, un oiseau doit générer de la portance. La portance, c'est la force qui s'oppose à la gravité et maintient l'animal en l'air. Elle dépend de 3 choses, la surface des ailes, la vitesse de déplacement dans l'air et la forme du profil à l'air. Plus les ailes sont grandes, plus la portance est importante. Plus la vitesse est élevée, plus la portance est importante. C'est simple en théorie. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la portance a un coût, et ce coût s'appelle la traînée, la résistance de l'air. Plus vous allez vite, plus vous devez fournir d'énergie pour vaincre cette résistance. Et pour fournir cette énergie, les oiseaux battent des ailes. Ce battement est un travail musculaire intense, l'un des efforts physiques les plus coûteux en énergie dans tout le règne animal. Maintenant, imaginez qu'un oiseau pèse 70 kilos. Imaginez les muscles qu'il faudrait pour battre des ailes de 7 mètres d'envergure. La masse musculaire nécessaire serait astronomique. Les calculs effectués par le biologiste Sankar Chatterjee de l'Université technique du Texas, publiés en 2007 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, sont sans appel. Argentavis ne pouvait probablement pas maintenir un vol battu soutenu. Ses muscles pectoraux, aussi puissants qu'ils aient pu être, n'auraient tout simplement pas suffi à générer la poussée nécessaire de manière continue. Ce constat a d'abord semblé être une impasse. Si Argentavis ne pouvait pas battre des ailes de façon soutenue, comment volait-il? La réponse est venue d'une direction inattendue, non pas de la paléontologie, non pas de la biologie, mais de l'aéronautique, des pilotes de planeurs, des ingénieurs qui étudient le vol sans moteur depuis des décennies. Argentavis était un planeur d'une sophistication absolue. Et pour comprendre comment il fonctionnait, il faut comprendre 2 phénomènes atmosphériques. 2 forces invisibles qui parcourent le ciel en permanence et que la plupart des gens ne remarquent jamais. La première s'appelle le thermique. Quand le soleil chauffe le sol, une plaine sèche, un affleurement rocheux, une zone sablonneuse, l'air au-dessus se réchauffe. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Il monte. Il forme une colonne ascendante invisible, un ascenseur de vent naturel qui peut s'élever à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Ces colonnes d'air chaud s'appellent des thermiques. Les pilotes de planeurs les cherchent en permanence. Ils leur permettent de prendre de l'altitude sans moteur, en tournoyant à l'intérieur de la colonne comme une feuille morte prise dans un tourbillon, mais vers le haut. Les vautours et les condors modernes utilisent exactement cette technique.
Observez un condor des Andes depuis un belvédère dans les montagnes péruviennes. Il monte en cercle lent, les ailes parfaitement immobiles, exploitant le thermique avec une précision chirurgicale. Il peut rester en l'air pendant des heures, sans battre des ailes une seule fois. Argentavis faisait la même chose, en beaucoup plus grand. Les plaines du Miocène tardif, en Amérique du Sud, étaient un environnement thermique exceptionnel. Vastes étendues dégagées, sol chaud, soleil intense, les conditions idéales pour la formation de puissants thermiques. Selon le modèle de Chatterjee, Argentavis pouvait s'élever dans ses colonnes d'air ascendant et atteindre des altitudes considérables sans le moindre effort musculaire. Une fois en altitude, il planait en direction de la prochaine colonne thermique, perdait légèrement de la hauteur en traversant, puis remontait dans le thermique suivant. Un enchaînement de colonnes d'air, un escalier invisible dans le ciel. Mais les thermiques seuls ne suffisaient pas à expliquer toutes les capacités de vol d'Argentavis. Parce que les thermiques ont des limites. Ils ne fonctionnent pas la nuit. Ils sont faibles par temps couvert. Et ils ne permettent pas de voler au-dessus des océans ou des étendues d'eau où le sol ne se réchauffe pas. C'est là qu'intervient le deuxième phénomène, beaucoup moins connu, beaucoup plus fascinant. Le vol dynamique, ou plus précisément, le vol en gradient de vent. Au-dessus de l'océan, le vent ne souffle pas à la même vitesse à toutes les altitudes. Près de la surface, il est ralenti par le frottement de l'eau. Plus haut, il souffle plus fort. Cette différence de vitesse entre les couches d'air crée un gradient. Et certains oiseaux, les albatros en particulier, ont appris à exploiter ce gradient avec une sophistication qui défie l'imagination. L'albatros descend vers la surface en profitant du vent fort en altitude pour accélérer. Arrivé près de la surface, il pivote, remonte contre le vent plus faible près de l'eau, puis se retrouve à nouveau en altitude avec suffisamment d'énergie cinétique pour recommencer. Un cycle perpétuel. Un moteur sans carburant alimenté uniquement par la différence de vitesse du vent entre deux couches d'air. Les albatros hurleurs peuvent ainsi parcourir des dizaines de milliers de kilomètres par an, pratiquement sans effort musculaire. Est-ce qu'Argentavis utilisait cette technique? Peut-être. Probablement dans une variante adaptée au survol des plaines et des reliefs montagneux. Les Andes commençaient à se soulever significativement pendant le Miocène tardif, pas encore à leur hauteur actuelle, mais déjà suffisamment pour créer des courants d'air ascendants le long des pentes, des vents de relief que les planeurs modernes appellent les ascendances de pente. Argentavis, avec sa surface à l'air immense et sa capacité à exploiter les moindres variations de flux d'air, était parfaitement équipé pour naviguer dans ces corridors de vent naturels. Une étude publiée en 2016 dans la revue Royal Society Open Science par Judy Ackerman et ses collègues de l'Université de Californie a utilisé des simulations informatiques pour modéliser le vol d'Argentavis dans différentes conditions atmosphériques. Les résultats sont saisissants. Dans des conditions de thermique modérée, des conditions qui étaient probablement communes dans l'Amérique du Sud du Miocène, Argentavis pouvait maintenir un vol de planeur efficace indéfiniment. Sa vitesse de vol optimale était estimée à environ 67 km/h. Sa vitesse de chute minimale, la vitesse à laquelle il perdait de l'altitude le plus lentement possible, était d'environ 11 mètres par seconde. Ces chiffres le placent dans une catégorie à part. Ni oiseau, ni avion. Quelque chose entre les deux. Une machine biologique optimisée par des millions d'années d'évolution pour extraire chaque millijoule d'énergie de l'atmosphère. Mais il reste une question que les thermiques et le vol dynamique ne résolvent pas entièrement. Le décollage. Comment une créature de 70 kilos, avec des ailes de 7 mètres, quittait-elle le sol? Parce que c'est là que réside peut-être le plus grand mystère biomécanique de l'histoire d'Argentavis. Un mystère qui a généré des hypothèses audacieuses, des débats houleux, et quelques idées que même leurs auteurs reconnaissent comme spéculatives. La première hypothèse est la plus intuitive. Argentavis courait. Comme les albatros modernes, qui ont besoin d'une longue course d'élan sur l'eau avant de pouvoir décoller, Argentavis aurait couru sur la plaine en battant vigoureusement des ailes jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour générer la portance nécessaire. Les calculs suggèrent qu'il aurait eu besoin d'atteindre environ 40 km/h avant de pouvoir quitter le sol. 40 km/h, avec des ailes de 7 mètres, en courant. La scène est à la fois absurde et grandiose à imaginer. Mais cette hypothèse pose un problème. Les pattes d'Argentavis n'étaient pas particulièrement adaptées à la course rapide. Elles étaient robustes, capables de supporter son poids au sol,
mais pas conçus pour la vitesse. Des pattes de coureur auraient dû être plus longues, plus légères, avec des adaptations spécifiques que les fossiles ne montrent pas clairement. La deuxième hypothèse est plus élégante et beaucoup plus spectaculaire. Argentavis décollait depuis une hauteur, comme un planeur remorqué, mais sans remorqueur. Il grimpait sur un affleurement rocheux, une colline, une falaise, se plaçait face au vent, ouvrait ses ailes immenses et se laissait emporter par le courant d'air ascendant. Pas de course, pas d'effort musculaire massif, juste la physique, juste le vent. Cette hypothèse est séduisante parce qu'elle est cohérente avec la géographie du Miocène argentin. Les reliefs en cours de formation, les falaises de l'Eusse, les berges escarpées des rivières, tout cela offrait des points de départ naturels pour un décollage assisté par... Une troisième hypothèse, plus récente, a été avancée par l'équipe de Chatterjee. Elle propose qu'Argentavis utilisait une technique hybride, une courte course combinée à une légère élévation du terrain et à un vent de face favorable. Pas besoin d'atteindre 40 km/h. Avec un vent de 20 km/h de face et une pente favorable de seulement quelques degrés, la vitesse relative nécessaire pour décoller tombait à des niveaux parfaitement atteignables pour un oiseau de cette taille. La vérité est probablement quelque part dans cet espace entre ces hypothèses. Ce qui est certain, c'est qu'Argentavis décollait, il volait, il régnait. Pendant des millions d'années. Et ce règne n'était pas solitaire. Au-dessus et en dessous de lui, un monde entier vivait, chassait, mourait. Un monde que nous allons maintenant explorer. Parce que pour comprendre vraiment Argentavis, il faut comprendre l'écosystème qu'il dominait. 6 millions d'années avant aujourd'hui, l'Amérique du Sud. Fermez les yeux, laissez-moi vous y emmener. Il est tôt le matin. Le soleil vient de se lever sur la pampa. L'herbe haute, dorée, presque orange dans la lumière rasante, s'étend jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. L'air est chaud et lourd, chargé d'une humidité qui annonce la chaleur intense de la journée à venir. Quelque part au loin, une rivière large et lente reflète le ciel rose du petit matin. Les berges sont couvertes d'une végétation dense, sombre, presque tropicale. Ce continent est un monde à part. Coupé de l'Amérique du Nord depuis des dizaines de millions d'années, l'Amérique du Sud a développé une faune que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Une faune si étrange, si inventive dans ses formes, que les premiers naturalistes européens qui l'ont découverte croyaient parfois... Charles Darwin lui-même, débarquant sur ses côtes à bord du Beagle en 1832, a été sidéré par l'étrangeté de ce qu'il trouvait dans les falaises fossilifères de Patagonie. Mais au Miocène tardif, cette étrangeté atteignait un sommet. Regardez la plaine devant vous. Là, à 300 mètres, un groupe de macrochénies se déplace lentement vers la rivière. Ces animaux n'ont pas d'équivalent vivant aujourd'hui. Imaginez quelque chose qui ressemble vaguement à un lama, mais avec un cou plus long, des pattes plus robustes, et au bout du museau, une courte trompe flexible, comme un début d'éléphant qui n'aurait jamais terminé son évolution. Elles marchent avec une grâce étrange, leurs 3 sabots par pied frappant le sol dans un rythme régulier. Elles pèsent peut-être 1 tonne chacune. Un peu plus loin, presque immobile sous un arbre isolé, une silhouette massive et sombre. Un glyptodon, un ancêtre des tatous actuels, mais à une échelle qui rend la comparaison presque ridicule. Son corps est enfermé dans une carapace hémisphérique d'os fused, solide comme du béton, qui mesure presque 2 mètres de diamètre. Sa queue est une massue ossifiée. Il pèse peut-être 2 tonnes. Il broute l'herbe avec une lenteur placide, absolument indifférent au monde autour de lui. Dans cette carapace, il n'a pratiquement pas de prédateur naturel. Presque pas. Parce que dans ce monde, il y a des chasseurs. Les terreurs, les Phorus racidés, sont les prédateurs terrestres dominants de l'Amérique du Sud pendant une grande partie du Cénozoïque. Ces oiseaux non volants, que les scientifiques surnomment les terror birds, les oiseaux de la terreur, peuvent atteindre 2,50 m de hauteur. Leur bec crochu est une arme d'une efficacité redoutable, capable de frapper vers le bas avec la force et la précision d'une hache. Ils courent vite, très vite. Certaines espèces atteignent peut-être 60 km/h en pointe. Ils chassent, ils tendent des embuscades. Ils frappent vite et fort. Et Argentavis les surplombe tous depuis le ciel. Mais quelle relation ces 2 prédateurs entretiennent-ils? Sont-ils concurrents? Partenaires involontaires d'un même écosystème?
La question est fascinante, parce que leurs niches écologiques se chevauchent, mais pas complètement. Les terror birds opèrent au sol, chassant des proies rapides et de taille moyenne. Argentavis opère dans les airs, couvrant des distances immenses, repérant les carcasses et peut-être chassant des proies différentes. Deux prédateurs d'élite qui évitent peut-être soigneusement de se marcher sur les pattes. Maintenant, regardez le ciel. Là, à peine visible. Une silhouette noire qui tourne lentement, très haut, presque à la limite de ce que l'œil peut discerner. Argentavis. Il tourne dans un thermique. Ses ailes sont parfaitement immobiles. De loin, on pourrait le confondre avec un nuage sombre, si les nuages avaient une envergure de 7 mètres et des griffes. Il monte lentement, patiemment, en spirale. La plaine en dessous de lui s'étale dans toute sa vastitude. Il voit tout. Un œil d'oiseau est physiologiquement bien supérieur à un œil humain. La densité de photorécepteurs dans la rétine des rapaces peut être 2 à 8 fois supérieure à la nôtre. Argentavis distingue probablement le mouvement d'un animal à plusieurs kilomètres de distance. Il repère quelque chose. Là, au bord de la rivière. Une macrochénie qui ne bouge plus. Morte peut-être, ou mourant. Une opportunité. Il cesse de monter. Il oriente ses ailes avec une précision infime. De légères modifications dans l'angle des plumes des extrémités, que les ornithologues appellent les rémiges, modifient instantanément sa trajectoire. Il commence à descendre, pas en chute libre, en plané long et majestueux. Sa vitesse augmente progressivement. 700 mètres, 500 mètres. Il ajuste continuellement, lisant les flux d'air avec une sensibilité que nous avons à peine commencé à comprendre. À 200 mètres du sol, d'autres charognards ont déjà remarqué la carcasse. Des oiseaux plus petits, des ancêtres lointains des condors actuels peut-être, tournent plus bas, hésitants. Mais quand l'ombre d'Argentavis passe sur eux, ils s'écartent. Sans discussion, sans résistance. Il n'y a pas de négociation quand Argentavis arrive. Il touche le sol avec une légèreté surprenante pour une créature de sa taille. Ses pattes absorbent l'impact. Ses ailes se replient lentement, majestueusement, comme les voiles d'un navire qu'on amène. Il avance vers la carcasse à grandes enjambées. Son bec s'abaisse. Le festin commence. Cette scène est une reconstruction, une hypothèse fondée sur la biologie comparée, la morphologie fossile et la connaissance des écosystèmes similaires. Mais elle est plausible. Elle est cohérente avec ce que les données nous disent. Et elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Argentavis n'était pas une anomalie. Il n'était pas un accident de l'évolution. Il était le produit logique, élégant, d'un écosystème particulier à un moment particulier de l'histoire de la Terre. Mais cet écosystème était sur le point de changer, radicalement, irréversiblement. Parce qu'à la fin du Miocène, quelque chose commençait à se produire dans les profondeurs géologiques de la Terre. Quelque chose qui allait transformer l'Amérique du Sud de fond en comble. Quelque chose que les créatures de ce continent n'avaient pas connu depuis des dizaines de millions d'années. Un pont de terre entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et ce pont allait tout changer. Il y a 3 millions d'années, la géologie a fait quelque chose d'extraordinaire. Les forces tectoniques qui déplacent lentement les plaques de la croûte terrestre ont poussé vers le haut une série d'îles volcaniques entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ces îles se sont rapprochées, se sont soudées, ont émergé progressivement au-dessus des eaux. Et finalement, après des millions d'années de montée lente, elles ont formé une bande de terre continue. L'isthme de Panama, un pont de terre large de quelques dizaines de kilomètres, une frontière géologique qui a fermé l'océan entre les deux Amériques et ouvert une autoroute continentale entre deux mondes qui n'avaient jamais communiqué. Ce que les paléontologues appellent le grand échange biotique américain est l'un des événements évolutifs les plus spectaculaires des derniers 5 millions d'années. Une collision biologique, un choc de faune. Deux continents qui avaient développé leurs créatures de façon totalement indépendante se sont soudainement retrouvés en contact direct. Et comme dans toute collision, il y a eu des gagnants et des perdants. Du nord vers le sud, ont déferlé des créatures que l'Amérique du Sud n'avait jamais vues. Des chevaux, des chameaux, des tapirs, des cervidés, des ours, des félidés, et parmi eux, quelque chose de particulièrement redoutable. Les ancêtres des jaguars actuels, mais aussi des espèces aujourd'hui disparues. Des machaérodontines, les fameux félins à dents de sabre. Smilodon, le plus célèbre d'entre eux, avec ses canines de 25 cm,
est arrivé en Amérique du Sud par ce pont de terre et y a proliféré avec une efficacité terrifiante. Ces prédateurs venus du Nord étaient différents de tout ce que l'Amérique du Sud avait produit. Ils étaient des chasseurs quadrupèdes, rapides, silencieux, capables de tuer des proies bien plus grandes qu'eux grâce à des techniques de chasse affinées pendant des millions d'années dans des écosystèmes concurrentiels plus durs. Ils n'avaient pas évolué dans l'isolement douillet d'une île continentale. Ils avaient évolué dans un monde où la concurrence était féroce, où chaque niche écologique était âprement disputée. Les Terror Birds, ces oiseaux de la terreur qui avaient régné sans partage sur la faune terrestre sud-américaine pendant des millions d'années, n'avaient jamais rencontré des adversaires comme ceux-là. La compétition a été brutale, et les Terror Birds l'ont perdue. Pas immédiatement, pas en une génération. L'évolution ne fonctionne pas à l'échelle d'une vie, mais sur des centaines de milliers d'années, les Terror Birds se sont effondrés, espèce après espèce. La plupart ont disparu avant la fin du Pléistocène. La dernière espèce connue, Titanis walleri, a traversé le pont de Panama en sens inverse et a colonisé l'Amérique du Nord. Une résistance désespérée, presque tragique, avant de disparaître à son tour il y a environ 2 millions d'années. Les prédateurs terrestres dominants de l'Amérique du Sud pendant 40 millions d'années. Réduits à néant en quelques millions d'années par l'arrivée de concurrents mieux armés. Mais Argentavis, lui, était déjà parti. Et c'est là que l'histoire devient véritablement troublante. Parce qu'Argentavis n'a pas attendu l'arrivée des félidés à dents de sabre pour disparaître. Les dernières traces fossiles d'Argentavis magnificens datent d'environ 6 millions d'années, soit bien avant la formation complète de l'isthme de Panama, bien avant le grand échange biotique, bien avant que Smilodon pose la première patte en Amérique du Sud. Argentavis a disparu seul, pour des raisons qui lui sont propres, et nous ne savons pas exactement pourquoi. C'est l'une des grandes énigmes non résolues de sa paléontologie. Une créature qui avait dominé les cieux pendant des millions d'années, parfaitement adaptée à son environnement, au sommet absolu de sa chaîne alimentaire aérienne, et qui disparaît sans laisser d'explication claire dans les archives fossiles. Plusieurs hypothèses ont été avancées. La première pointe vers le changement climatique. Le Miocène tardif a été marqué par un refroidissement global progressif. Les températures moyennes ont baissé, les zones forestières se sont contractées, les prairies se sont étendues mais ont aussi changé de composition végétale. Et surtout, les thermiques ont peut-être changé. Si les conditions atmosphériques se sont modifiées, si les colonnes d'air ascendant sont devenues moins fréquentes ou moins puissantes, le coût énergétique du vol pour une créature aussi massive qu'Argentavis aurait augmenté de façon critique. Pour un planeur de cette taille, qui dépend entièrement des thermiques pour se maintenir en l'air, même une modification modeste des conditions atmosphériques peut devenir une sentence de mort évolutive. Pas en 1 an, pas en 10 ans. Mais sur des générations, si les thermiques deviennent moins prévisibles, les territoires de chasse moins accessibles, les carcasses plus difficiles à localiser depuis les airs, la pression de sélection devient insurmontable. La deuxième hypothèse concerne les proies. La faune géante du Miocène sud-américain a connu des transformations importantes vers la fin de cette période. Certaines espèces de grands herbivores ont décliné avant même l'arrivée des envahisseurs du Nord. Si les grandes carcasses, la ressource alimentaire principale d'un charognard géant, se sont raréfiées, Argentavis aurait pu se retrouver dans une impasse nutritionnelle. Trop grand pour se nourrir de petites proies de façon efficace, trop dépendant de carcasses qui devenaient de plus en plus rares. La troisième hypothèse est la plus spéculative, mais aussi la plus intrigante. Elle concerne la reproduction. Les très grands oiseaux ont des stratégies reproductives que les biologistes qualifient de castratèges. Ils produisent peu de descendants, investissent énormément dans chacun et ont des cycles reproductifs très lents. Un condor des Andes pond un seul œuf tous les 2 ans. L'incubation dure plus de 50 jours. Le jeune reste dépendant de ses parents pendant plus d'1 an. Argentavis, s'il suivait une stratégie similaire, et tout indique qu'il le faisait, sa taille imposant nécessairement un investissement parental considérable, aurait eu une vitesse de reproduction extrêmement lente. 1 à 2 œufs par an dans le meilleur des cas. Peut-être un seul œuf tous les 2 ans. Dans un environnement stable, cette stratégie fonctionne parfaitement. Les individus vivent longtemps, les ressources suffisent, la population se maintient. Mais dans un environnement qui change, même lentement, cette stratégie devient un piège. La population ne peut pas s'adapter assez vite. Elle ne peut pas se reconstituer assez rapidement après une mauvaise saison.
Elle ne peut pas répondre aux pressions évolutives avec la vitesse qu'exigent des conditions nouvelles. Une étude publiée en 2019 dans la revue Paleobiology par Daryl Caudron et ses collègues a modélisé les dynamiques de population des très grands oiseaux volants en réponse aux fluctuations environnementales. Les conclusions sont sobres. Une créature de la taille et du mode de vie probable d'Argentavis aurait été extrêmement vulnérable à des perturbations environnementales, même modestes, simplement parce que sa capacité à se reproduire ne lui permettait pas de compenser les pertes. Trop grand, trop lent à se reproduire, trop dépendant de conditions atmosphériques et phoniques spécifiques. Dans un monde stable, c'était la perfection. Dans un monde en train de changer, c'était une vulnérabilité fatale. Mais cette disparition, si mystérieuse, si précoce, si mal documentée dans les archives fossiles, soulève une autre question. Une question qui nous ramène directement à aujourd'hui. Argentavis avait-il des descendants? Pas au sens génétique strict, il n'a laissé aucune lignée directe, mais au sens écologique, au sens fonctionnel. Existe-t-il aujourd'hui des créatures qui occupent la même niche, qui volent de la même façon, qui dominent les cieux de la même manière? La réponse est oui. Et non. Et c'est fascinant. Le condor des Andes, Vultur gryphus, est le plus proche cousin vivant d'Argentavis. Avec une envergure atteignant 3,10 m et un poids pouvant dépasser 15 kg, c'est aujourd'hui le plus grand oiseau volant d'Amérique du Sud. Il plane sur les mêmes thermiques andins. Il survole des paysages similaires. Il est charognard, comme Argentavis l'était probablement. Mais son envergure représente moins de la moitié de celle d'Argentavis. Son poids est 5 fois moindre. Le condor est une ombre du géant disparu, un écho, un rappel de ce qui fut possible une fois. Le macareux géant, non. L'albatros hurleur avec ses 3,50 m d'envergure, non. L'oiseau éléphant de Madagascar, non, il ne volait pas. Le ptéranodon, non, ce n'était pas un oiseau mais un ptérosaure, et il est mort 65 millions d'années avant Argentavis. Rien, dans le monde vivant d'aujourd'hui, n'approche réellement ce qu'était Argentavis magnificens. Il était unique, il est resté unique, et il a disparu en emportant avec lui un type de vie aérienne que la Terre n'a peut-être jamais recréé depuis. Ce vide dans le ciel est quelque chose qui mérite d'être ressenti, vraiment ressenti. Parce que nous allons maintenant aborder la question que les ingénieurs et les biologistes se posent avec une urgence croissante, et dont la réponse pourrait bien avoir des implications bien au-delà de la paléontologie pure. Que peut nous apprendre un oiseau mort depuis 6 millions d'années? La question peut sembler absurde, presque provocatrice. Nous avons des satellites, des superordinateurs, des souffleries aérodynamiques, des matériaux composites que la nature n'a jamais inventés. Pourquoi regarder en arrière vers une créature disparue pour comprendre comment voler mieux? Parce qu'Argentavis a résolu un problème que nous n'avons pas encore résolu. Pas complètement, pas élégamment. Le problème du vol longue distance sans énergie. Nos drones militaires de surveillance consomment des quantités massives de carburant. Nos avions solaires, comme le Solar Impulse, qui a fait le tour du monde en 2016, sont des prouesses technologiques extraordinaires, mais fragiles, lentes et limitées dans leur capacité de charge. Nos planeurs modernes sont efficaces, mais ils exigent des pilotes humains capables de lire en temps réel les conditions atmosphériques et de prendre des décisions en une fraction de seconde. Argentavis faisait tout cela, automatiquement, biologiquement, sans pilote, sans carburant, sans panneaux solaires, pendant des millions d'années. C'est précisément ce qui a attiré l'attention de chercheurs bien éloignés de la paléontologie traditionnelle. En 2012, une équipe d'ingénieurs de l'université de Stanford, dirigée par Eric Gillies, a publié dans la revue Bioinspiration and Biomimetics une étude qui utilisait Argentavis comme modèle de référence pour concevoir des drones planeurs autonomes. L'idée centrale était simple dans son énoncé, complexe dans son exécution. Si l'évolution a produit une solution optimale pour le vol longue distance sans énergie, pourquoi ne pas la copier? L'étude a modélisé en détail la géométrie des ailes d'Argentavis, leur courbure, leur flexibilité probable, l'angle d'attaque optimal, la façon dont les rémiges aux extrémités des ailes se séparent individuellement pour réduire la traînée induite. Ce dernier point est particulièrement intéressant. Ces plumes d'extrémité, que vous avez peut-être remarquées sur les vautours et les aigles, ces plumes qui s'écartent comme les doigts d'une main ouverte,
ne sont pas une simple question d'esthétique. Elles modifient le flux d'air autour du bout de l'aile de façon à réduire significativement un phénomène appelé le vortex marginal, une turbulence qui se forme à l'extrémité de chaque aile et qui coûte de l'énergie. Les ingénieurs aéronautiques connaissent ce problème depuis l'invention de l'avion. La solution qu'ils ont adoptée, les winglets, ces petites ailettes verticales que vous voyez au bout des ailes des avions commerciaux modernes, est fonctionnellement similaire à ce que les plumes séparées d'Argentavis accomplissaient biologiquement. L'évolution avait trouvé la solution des décennies avant Airbus et Boeing. Mais les implications vont plus loin encore. En 2021, une équipe conjointe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et de l'Université de Bristol a publié dans la revue Science Robotics les résultats d'un projet fascinant. Ils avaient conçu un drone planeur autonome, capable de détecter et d'exploiter les thermiques sans intervention humaine, en utilisant uniquement des capteurs de pression d'air et des algorithmes d'apprentissage automatique inspirés du comportement des grands oiseaux planeurs. Le drone ne savait pas où étaient les thermiques, il les cherchait, il les testait, il apprenait en temps réel à lire l'atmosphère, exactement comme un condor, exactement comme Argentavis devait le faire. Les résultats étaient remarquables. Le drone pouvait maintenir un vol de plusieurs heures dans des conditions de thermique modérées, couvrant des distances considérables avec une consommation d'énergie quasi nulle. Les chercheurs ont explicitement cité les Terrahorn, la famille d'Argentavis, comme inspiration conceptuelle de leur projet. Un oiseau disparu depuis 6 millions d'années guidait la conception des drones du XXIe siècle. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée. Mais revenons à la science pure. Parce que l'histoire d'Argentavis n'est pas seulement une histoire d'ingénieur, c'est aussi une histoire de détective. Et certains des mystères les plus profonds n'ont pas encore été résolus. Combien d'individus Argentavis étaient-ils? Nous ne le savons pas. Les fossiles connus d'Argentavis magnificens sont cruellement peu nombreux. Quelques fragments d'os d'aile, des éléments de l'épaule, des fragments de crâne. Tout cela provient d'un nombre très limité de sites, principalement dans la province de la Pampa et dans la province de Buenos Aires, en Argentine. Pas de squelette complet, pas d'œufs fossilisés, pas d'empreintes de pattes, pas de plumes minéralisées, juste des fragments. Et ces fragments représentent peut-être une poignée d'individus, peut-être moins. Ce manque de matériel fossile n'est pas surprenant. Les os d'oiseaux sont creux et fragiles, et se fossilisent rarement. Mais il crée une frustration légitime pour les paléontologues qui cherchent à comprendre cette créature dans ses moindres détails. Chaque nouveau fragment retrouvé devient une découverte majeure. Chaque nouvelle analyse d'un os déjà connu avec des techniques modernes peut révéler des informations inattendues. C'est exactement ce qui s'est passé en 2018. Une équipe du Musée d'histoire naturelle de Buenos Aires, dirigée par la paléontologue Federico de Grange, a soumis plusieurs fragments osseux d'Argentavis à une analyse par microtomographie, une technique qui utilise des rayons X de haute précision pour créer des images en 3 dimensions de la structure interne des os, sans avoir à les découper ou les endommager. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur des os était révélateur. La structure interne des os d'Argentavis montrait un réseau extraordinairement complexe de travées osseuses, des petites poutres internes qui renforcent la structure sans ajouter de masse. Cette architecture, que les ingénieurs appellent une structure en treillis, est l'une des formes les plus efficaces connues pour combiner légèreté et résistance. Elle est présente dans les os de tous les oiseaux volants. Mais dans les os d'Argentavis, elle était poussée à un degré de sophistication que les chercheurs n'avaient pas anticipé. Les os étaient à la fois plus légers et plus résistants que ne le suggéraient les modèles théoriques. Ce résultat a obligé les chercheurs à réviser légèrement à la hausse les estimations de la taille maximale atteignable pour un oiseau volant. Si les os peuvent être aussi efficacement allégés tout en restant structurellement solides, la limite supérieure de taille pour un oiseau capable de voler est peut-être légèrement plus haute que ce qu'on pensait. Légèrement, pas infiniment, parce que la physique reste impitoyable. Il existe une limite absolue, au-delà de laquelle aucun oiseau ne peut voler, quelle que soit la sophistication de ses os ou de ses plumes. Cette limite est déterminée par ce que les biologistes appellent la loi de la puissance musculaire, la relation entre la masse d'un animal et la puissance que ses muscles peuvent générer. À mesure que la masse augmente, la puissance nécessaire pour voler augmente plus vite que la puissance musculaire disponible. Il arrive un point où l'équation devient insoluble.
Argentavis était probablement très proche de cette limite, peut-être à la limite exacte, ce qui en fait non seulement le plus grand oiseau volant connu, mais peut-être le plus grand oiseau volant possible. Un record biologique absolu, non pas parce que l'évolution n'a pas essayé d'aller plus loin, mais parce que la physique ne le permet pas. D'autres créatures ont tenté de repousser cette limite au cours de l'histoire de la vie. Les ptérosaures, ces reptiles volants qui partageaient le ciel avec les dinosaures, ont produit Quetzalcoatlus northropy, un géant aux ailes de 10 à 11 mètres d'envergure. Mais Quetzalcoatlus était structurellement très différent d'Argentavis. Ses os étaient encore plus creux, presque tubulaires. Sa façon de voler était probablement différente. Et il pesait peut-être moins. Certaines estimations actuelles suggèrent 250 kg, d'autres à peine 70 kg selon les modèles. La comparaison entre Argentavis et Quetzalcoatlus est l'une des plus fascinantes de la paléontologie du vol. Deux solutions évolutives différentes au même problème physique. Deux architectures biologiques distinctes. Deux façons de défier la gravité avec une masse corporelle que la logique ordinaire semblerait interdire. Ni l'un ni l'autre n'existe plus, et cette double absence nous dit peut-être quelque chose de profond sur les limites du possible biologique. Sur les fenêtres étroites que l'histoire de la Terre ouvre parfois, des conditions atmosphériques, phoniques, climatiques particulières, et dans lesquelles des créatures extraordinaires peuvent exister pendant un temps, avant que la fenêtre se referme. Mais il reste encore une question que nous n'avons pas encore posée directement, une question qui touche au cœur même de ce qu'était Argentavis et de ce que sa disparition signifie vraiment. Était-il intelligent? Pas au sens humain du terme, évidemment, mais les oiseaux modernes les plus proches d'Argentavis, les condors, les vautours du Nouveau Monde, montrent des capacités cognitives remarquables. Les condors reconnaissent les individus de leur espèce, ils apprennent des comportements complexes, ils mémorisent des territoires immenses, ils communiquent par des postures et des vocalisations sophistiquées. Un condor des Andes a un territoire qui peut couvrir 250 km de rayon. Il mémorise des dizaines de points d'eau, de falaises de nidification, de zones de charogne fréquentes. Il navigue dans cet espace mental avec une précision qui n'a rien à envier à nos GPS. Argentavis, avec un territoire probablement bien plus vaste encore, les estimations parlent d'un rayon d'action de 500 km ou davantage, devait avoir des capacités cognitives au moins équivalentes, peut-être supérieures. Un cerveau capable de mémoriser, d'anticiper, de planifier à l'échelle d'un continent. Pas un monstre sans pensée, pas une machine aveugle, un navigateur, un stratège du ciel. Et cette image, cet oiseau géant planant à des milliers de mètres d'altitude, lisant le paysage comme une carte vivante, calculant distance et ressources avec une précision que nous peinons à imaginer, est peut-être la plus belle façon de le voir, non pas comme un géant grotesque trop grand pour son monde, mais comme un esprit aérien, une intelligence du vent et de la lumière, une conscience distribuée entre le sol et les nuages. Il nous reste encore une chose à explorer, la plus importante peut-être, ce que la découverte d'Argentavis nous dit sur nous-mêmes, sur notre façon de chercher, sur ce que nous trouvons encore dans les roches de notre planète, et sur ce que ces trouvailles nous apprennent, non pas sur le passé, mais sur l'avenir. Revenons au début, pas au début de l'histoire d'Argentavis, au début de notre façon de la connaître. Un homme s'agenouille dans la poussière de la Pampa argentine. Nous sommes en 1979. Le soleil de la Pampa est brutal à cette heure de la journée. Pas d'ombre, pas de vent, juste la chaleur sèche qui monte du sol et brûle les genoux à travers le tissu du pantalon. Eduardo Toni a les mains dans la terre. Autour de lui, quelques collègues. Des pioches légères, des pinceaux. Le silence patient de ceux qui cherchent quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs de trouver. Puis un fragment d'os émerge. Toni s'arrête. Il regarde. Il mesure mentalement. Il regarde encore. Ce fragment est trop grand pour n'importe quel oiseau connu. Trop grand pour presque n'importe quelle créature ailée que la science ait jamais documentée. Et pourtant la forme est claire, incontestablement aviaire. La légèreté de la structure, la courbure caractéristique, les insertions musculaires visibles sur la surface de l'os. C'est un os d'aile, d'un oiseau qui aurait dû être impossible. Ce moment, un homme agenouillé dans la poussière devant un fragment d'os, est le point de départ de tout ce que nous savons sur Argentavis.
une découverte qui aurait pu ne jamais arriver. Si Tony avait choisi un autre site, si l'érosion avait été un peu plus avancée, si la pluie de l'année précédente avait été un peu plus forte et avait emporté ces fragments dans la rivière la plus proche. La paléontologie est une science des hasards heureux. Et cette fragilité des archives fossiles est quelque chose que nous devons garder à l'esprit en permanence. Chaque fois que nous dressons un tableau de la vie préhistorique, chaque fois que nous affirmons savoir qui était le plus grand, le plus rapide, le plus fort, nous devons nous souvenir que nous ne voyons qu'une infime fraction de ce qui a existé. Les estimations varient selon les chercheurs, mais la proportion d'espèces préhistoriques qui ont laissé des traces fossiles que nous avons découvertes est peut-être inférieure à 1%. Peut-être beaucoup moins pour les oiseaux, dont les os se préservent rarement. Combien d'argentavis n'avons-nous pas encore trouvé? Combien d'espèces encore plus grandes, encore plus étranges, encore plus extraordinaires sont encore enfouies dans les roches de la Pampa, des Andes, de la Patagonie, ou dans des endroits que nous n'avons pas encore fouillés? La question n'est pas rhétorique, elle est scientifiquement urgente. Parce que les découvertes récentes en paléontologie des oiseaux géants suggèrent que notre carte du passé est encore criblée de zones blanches. En 2004, des chercheurs ont décrit Pelagornis sandersi, un oiseau marin découvert en Caroline du Sud, aux États-Unis, lors de la construction d'un aéroport en 1983. Les os étaient restés dans une réserve de musée pendant plus de 20 ans avant d'être correctement analysés. Quand Daniel Křepka de l'Institut Bruce Museum les a étudiés en détail, la conclusion était stupéfiante. Pelagornis sandersi avait une envergure estimée entre 6,80 m et 7,20 m, comparable à Argentavis, un concurrent sérieux pour le titre de plus grand oiseau volant jamais connu. Un oiseau marin cette fois, avec des pseudo-dents osseuses sur le bec, un planeur des océans qui utilisait probablement le vol dynamique au-dessus des vagues, comme les albatros modernes. Un géant que personne ne soupçonnait, attendant depuis 20 ans dans une boîte dans une réserve de musée. La leçon est claire. Les plus grandes découvertes de la paléontologie ne sont pas toujours faites sur le terrain. Parfois elles attendent, silencieuses et patientes, dans des tiroirs de musée que personne n'a encore pensé à rouvrir avec les bons outils. Et les outils modernes changent tout. La microtomographie dont nous avons parlé dans le chapitre précédent n'est qu'un exemple. L'analyse isotopique des os fossilisés permet aujourd'hui de reconstituer le régime alimentaire d'une créature disparue avec une précision qui aurait semblé magique aux paléontologues des années 70. En mesurant les ratios d'isotopes stables de carbone et d'azote dans le tissu osseux, les chercheurs peuvent déterminer si un animal mangeait principalement des végétaux ou de la chair, s'il se nourrissait en mer ou sur terre, s'il était au sommet de la chaîne alimentaire ou à un niveau intermédiaire. Ces analyses n'ont pas encore été réalisées sur les rares fragments osseux d'Argentavis avec les technologies les plus récentes. C'est un programme de recherche qui reste ouvert, qui attend les chercheurs et les financements nécessaires, et qui pourrait répondre définitivement à la question qui divise encore les paléontologues, chasseurs ou charognards, ou les deux. La modélisation informatique offre une autre fenêtre extraordinaire sur le passé. En 2023, une équipe de l'Université de Barcelone dirigée par Alejandro Torices a publié dans la revue Current Biology une méthodologie nouvelle pour reconstituer les capacités locomotrices des oiseaux préhistoriques à partir de fragments osseux partiels. En combinant la morphologie des os disponibles avec des modèles biomécaniques dérivés des oiseaux vivants les plus proches, ils ont pu reconstruire avec une précision sans précédent les capacités de vol, de marche et de décollage d'espèces pour lesquelles nous n'avons que quelques fragments. Cette méthodologie appliquée à Argentavis pourrait résoudre certaines des questions les plus persistantes sur son vol. Comment exactement décollait-il? Quelle était sa vitesse maximale en vol plané? À quelle altitude planait-il typiquement? Quel angle de descente maintenait-il en approchant d'une carcasse? Des questions qui semblaient inaccessibles il y a 20 ans. Des questions auxquelles la technologie actuelle commence à pouvoir répondre. Mais au-delà de la technologie, il y a quelque chose de plus fondamental que les découvertes récentes nous révèlent sur Argentavis et sur les géants de son époque. Elles nous révèlent à quel point notre planète était différente. Pas légèrement différente, radicalement différente. De façon presque incompréhensible pour un cerveau humain façonné par 10 000 ans de civilisation et peut-être 300 000 ans d'existence en tant qu'espèce. Nous vivons dans un monde appauvri. Ce constat est douloureux mais nécessaire. Le monde actuel,
avec ses éléphants, ses baleines bleues, ses girafes, ses aigles royaux, est extraordinairement riche, comparé à ce que verra peut-être la Terre dans 10 000 ans si les tendances actuelles continuent. Mais comparé au monde du Miocène tardif, comparé au monde du Pléistocène avec ses mammouths et ses mégathériums et ses smilodons, notre monde actuel est une version appauvrie, simplifiée, élagée de ce que la Terre est capable de produire. Les grands animaux, ce que les écologistes appellent la mégafaune, ont été massivement éliminés. Pas par une catastrophe géologique, pas par un astéroïde, par nous, par Homo sapiens, au fur et à mesure de ses expansions sur les différents continents. L'Australie a perdu ses grands marsupiaux, les diprotodons, les thylacoléos, peu après l'arrivée des premiers humains, il y a 50 000 ans. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ont perdu leurs mammouths, leurs mastodontes, leurs paresseux terrestres géants, leurs chevaux indigènes, leurs smilodons, peu après l'arrivée des premiers humains, il y a 15 000 ans. Madagascar a perdu ses oiseaux éléphants et ses lémuriens géants il y a moins de 1000 ans. La Nouvelle-Zélande a perdu ses moas géants il y a quelques siècles seulement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et dans ce schéma, les grands oiseaux volants tiennent une place particulière. Parce qu'ils sont extrêmement vulnérables. Leur stratégie reproductive lente, leurs besoins alimentaires immenses, leur dépendance à des écosystèmes intacts, tout cela les rend particulièrement sensibles aux perturbations humaines. Le condor de Californie, le plus proche parent nord-américain d'Argentavis, est passé à moins de 27 individus en 1987, avant qu'un programme de conservation d'urgence ne le ramène de l'extinction imminente. Aujourd'hui, après des décennies d'efforts considérables, la population mondiale de condors de Californie dépasse à peine 500 individus. 500 individus pour une espèce entière. Imaginez ce que représentait la population d'Argentavis au moment de son apogée. Des milliers d'individus peut-être, planant sur les thermiques d'un continent entier, couvrant des distances que nous avons du mal à concevoir, dominant un ciel que personne d'autre ne pouvait revendiquer. Aujourd'hui, ce ciel est vide de leur présence. Et il le restera. Parce qu'Argentavis ne reviendra pas. Contrairement au fantasme de certains vulgarisateurs scientifiques sur la résurrection des espèces disparues par manipulation génétique, une idée qui fait de beaux films, mais qui se heurte à des obstacles biologiques colossaux, Argentavis magnificens est parti définitivement. Ses gènes ne sont pas dans une banque quelque part. Son ADN ne s'est pas conservé dans le pergélisol comme celui de certains mammouths. Ses os sont trop anciens, trop altérés, pour contenir des molécules biologiques récupérables. Il vit uniquement dans les roches, dans les fragments d'os que la pampa libère lentement, érosion après érosion, pluie après pluie. Dans les modèles informatiques des chercheurs, dans les articles publiés dans des revues que la plupart des gens ne liront jamais, dans les reconstitutions artistiques qui ornent les murs des musées d'histoire naturelle, et dans les histoires que nous racontons sur lui. Ce qui nous amène à la dernière question, la plus simple en apparence, la plus complexe en réalité. Pourquoi nous importe-t-il? Pourquoi un oiseau disparu depuis 6 millions d'années mérite-t-il notre attention, notre curiosité, notre émerveillement? Pourquoi des équipes de chercheurs passent-elles des années de leur vie à analyser des fragments d'os poussiéreux pour comprendre comment une créature que personne n'a jamais vue vivante battait des ailes ou planait dans le vent? La réponse, je crois, est double. La première partie de la réponse est pratique. Nous l'avons vu tout au long de ce voyage. Argentavis est un modèle d'ingénierie que nous n'avons pas fini d'exploiter. Ces solutions au problème du vol longue distance sans énergie sont des leçons que nous cherchons encore à intégrer pleinement dans nos technologies. Les drones autonomes, les planeurs de surveillance, les aéronefs solaires, tous ces projets regardent vers le passé pour trouver des solutions à des problèmes du futur. Mais la deuxième partie de la réponse est plus profonde, plus personnelle. Argentavis nous rappelle que le possible est bien plus vaste que ce que nous voyons autour de nous. Nous vivons dans un monde que nous avons tendance à percevoir comme normal, comme la façon dont les choses sont censées être. Des oiseaux qui pèsent quelques kilos et battent frénétiquement des ailes pour se maintenir en l'air. Des cieux où le plus grand prédateur aérien ne dépasse pas 3 mètres d'envergure. Un monde à notre échelle, presque rassurant dans ses proportions. Mais ce monde est une exception. Un accident temporaire de l'histoire géologique. Un instantané parmi des millions d'autres possibles. La Terre a connu des cieux où planaient des ombres de 7 mètres, des plaines où marchaient des paresseux de 6 mètres de haut,
des océans où nageaient des serpents de mer de 15 mètres, des forêts où bourdonnaient des libellules aux ailes de 70 centimètres, des mers peu profondes où régnaient des mosasaures de 18 mètres. Tout cela a existé, tout cela était réel. Et dans les roches de notre planète, les preuves de ces mondes perdus attendent encore. La plupart non découvertes, non analysées, non comprises. Chaque nouvelle saison de fouilles, chaque nouveau scanner, chaque nouvelle analyse chimique peut révéler une créature que personne n'avait imaginée, peut réécrire ce que nous pensions savoir sur les limites du vivant. C'est ça, la vraie leçon d'Argentavis Magnificens. Pas simplement qu'il était grand, pas simplement qu'il volait avec une élégance que nos machines peinent à reproduire, mais que le vivant, dans les bonnes conditions, avec suffisamment de temps, peut aller bien au-delà de ce que notre intuition quotidienne nous permet d'imaginer. Que l'impossible est souvent juste une question de conditions, de temps, d'opportunité. Quelque part dans la pampa de la pampa, sous la terre sèche et chaude, il y a peut-être d'autres eaux, d'autres fragments, d'autres pièces du puzzle d'Argentavis que nous n'avons pas encore trouvées. Un crâne complet, une patte intacte. Peut-être, rêvons un peu, un squelette entier, minéralisé dans une position qui raconte une histoire. Ces os attendent, patiemment, silencieusement, depuis 6 millions d'années. Et quelque part, un jeune chercheur qui n'est peut-être pas encore né s'agenouillera dans la poussière de la pampa un matin de printemps austral. Il aura les mains dans la terre. Autour de lui, quelques collègues, des pinceaux. Le silence patient de ceux qui cherchent quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs de trouver. Puis un fragment d'os émergera. Et l'histoire d'Argentavis recommencera à s'écrire. Nous avons traversé 6 millions d'années ensemble. Nous avons survolé les plaines du Miocène. Nous avons senti la chaleur des thermiques. Nous avons regardé l'ombre immense d'Argentavis glisser sur une pampa que personne n'a jamais vue. Nous avons décortiqué sa physique, son anatomie, ses mystères. Nous avons assisté à la disparition d'un monde entier et à la naissance d'un autre. Il est temps de poser les pieds sur terre et de faire le bilan de ce que nous savons, de ce que nous ne savons pas et de ce que nous ne saurons peut-être jamais. Ce que nous savons avec certitude est déjà extraordinaire. Argentavis magnificens était le plus grand oiseau volant jamais découvert dans les archives fossiles de notre planète. Il vivait en Amérique du Sud entre 8 millions et 6 millions d'années avant aujourd'hui, pendant le Miocène tardif. Son envergure atteignait entre 6,70 m et 7,20 m selon les estimations actuelles. Son poids oscillait entre 60 et 72 kg. Il appartenait à la famille des Teratornithidae et était probablement proche des condors et des vautours du Nouveau Monde. Il volait principalement en planant, exploitant les thermiques et les courants de relief avec une maîtrise que l'évolution avait mis des millions d'années à perfectionner. Ses faits sont solides, appuyés par les données, défendables devant n'importe quel comité scientifique. Mais autour de ce noyau de certitude, il y a une constellation de questions ouvertes, des zones d'ombre que la science n'a pas encore éclairées. Et c'est dans ces zones d'ombre que réside peut-être l'essentiel du mystère d'Argentavis. La première zone d'ombre, nous l'avons mentionné, son régime alimentaire. Charognard principalement comme les condors actuels, prédateur actif, capable de saisir des proies vivantes de 20 à 30 kg, les deux selon les opportunités. La morphologie du bec et des griffes donne des indices contradictoires selon les équipes qui les analysent. L'analyse isotopique des os, qui pourrait trancher définitivement, n'a pas encore été réalisée avec les technologies de pointe disponibles aujourd'hui. C'est un programme de recherche qui attend ses financements et ses chercheurs. Quand cette analyse sera faite, elle changera peut-être radicalement notre image de cet animal. La deuxième zone d'ombre concerne sa distribution géographique. Toutes les trouvailles connues d'Argentavis magnificens proviennent d'Argentine, principalement des provinces de la Pampa et de Buenos Aires. Mais est-ce parce qu'Argentavis ne vivait qu'en Argentine, ou simplement parce que c'est là que les paléontologues ont cherché? L'Amérique du Sud du Miocène s'étendait de la Patagonie jusqu'aux Proto-Caraïbes. Un oiseau capable de couvrir des centaines de kilomètres en vol plané aurait pu théoriquement occuper un territoire continental immense. Des fragments osseux comparables pourraient attendre dans les roches du Chili, du Brésil, de la Bolivie, du Venezuela, dans des formations géologiques que personne n'a encore systématiquement fouillées à la recherche de grands oiseaux du Miocène. La carte de la distribution d'Argentavis est peut-être beaucoup plus grande que nous ne le pensons.
La troisième zone d'ombre est peut-être la plus fondamentale. Comment vivait-il vraiment? Pas comment il volait, comment il vivait, comment se comportait-il? Était-il solitaire, comme la plupart des grands prédateurs, ou grégaire, se rassemblant en groupe au site de nourrissage comme le font certains vautours? Comment choisissait-il ses zones de nidification? Dans les falaises, comme les condors, sur des plateaux élevés, dans des arbres suffisamment solides pour supporter son poids? Comment communiquait-il? Par des vocalisations, des postures, des parades? Était-il territorial? Comment les jeunes apprenaient-ils à exploiter les thermiques? Toutes ces questions restent sans réponse. Elles resteront peut-être sans réponse pour toujours. Parce que le comportement ne se fossilise pas. Les cris ne laissent pas de traces dans la roche. Les parades nuptiales ne deviennent pas des minéraux. Ce que nous ne pouvons pas voir, nous devons l'inférer. Et l'inférence a ses limites. Mais voici quelque chose de remarquable. Dans une discipline où les zones d'ombre sont si nombreuses, où les certitudes sont si fragiles, où chaque nouvelle trouvaille peut redistribuer toutes les cartes, les chercheurs continuent. Ils s'agenouillent dans la poussière. Ils passent des nuits à programmer des modèles informatiques. Ils soumettent des fragments d'os vieux de 6 millions d'années à des rayons X de haute précision. Ils débattent pendant des années de la courbure d'un bec ou de l'angle d'insertion d'un muscle. Pas pour la gloire, pas pour la fortune. La paléontologie n'est ni glamour ni lucrative. Ils le font parce que ces questions méritent des réponses. Parce que comprendre Argentavis, c'est comprendre un peu plus ce que signifie être vivant sur cette planète. Ce que l'évolution est capable de produire quand on lui donne suffisamment de temps et les bonnes conditions. Ce que nous avons perdu et ce que nous risquons encore de perdre. Parlons de cette perte un instant, directement, sans détour. Le condor des Andes, l'ombre vivante d'Argentavis, est aujourd'hui classé comme vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sa population sauvage est estimée à moins de 10 000 individus dans l'ensemble de sa distribution andine. Le condor de Californie, son cousin nord-américain, est sorti d'une extinction quasi certaine uniquement grâce à l'un des programmes de conservation les plus coûteux et les plus intensifs jamais réalisés pour une seule espèce. Ces oiseaux, qui planent sur les mêmes thermiques qu'Argentavis exploitait autrefois, qui ont les mêmes yeux capables de voir à des kilomètres, les mêmes stratégies reproductives lentes et vulnérables, vivent aujourd'hui dans un monde que leurs ancêtres ne reconnaîtraient pas. Un monde de lignes à haute tension qui tue par électrocution. Un monde de plomb de chasse dans les carcasses qui empoisonnent lentement leurs organismes. Un monde de perturbations humaines qui les poussent loin de leur site de nidification traditionnel. Un monde trop petit, trop fragmenté, trop bruyant pour des créatures qui ont besoin de vastes espaces intacts pour exister. Argentavis a disparu pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement. Des raisons probablement climatiques, phoniques, atmosphériques, des changements lents et implacables auxquels une créature à reproduction lente ne pouvait pas s'adapter assez vite. Ses descendants risquent de disparaître pour des raisons que nous comprenons parfaitement, et que nous choisissons pour la plupart d'ignorer. Il y a quelque chose de particulièrement poignant dans cette symétrie. Le géant disparu il y a 6 millions d'années malgré lui, victime de forces au-delà du contrôle de quiconque. Et ses héritiers amoindris qui disparaissent sous nos yeux, sous notre responsabilité directe, dans un monde où nous avons le pouvoir d'agir et où nous agissons trop peu, trop tard, trop timidement. Mais ne terminons pas sur cette note sombre. Parce qu'Argentavis n'est pas une histoire de deuil, c'est une histoire de possibilité. Revenez avec moi au ciel. 6 millions d'années avant aujourd'hui, 1 heure avant le coucher du soleil. La lumière est orange et oblique sur la pampa. Les ombres s'allongent vers l'est. Le vent du soir commence à se lever, doux, régulier, porteur. Là-haut, à peut-être 2000 mètres d'altitude, une silhouette noire et immense tourne lentement dans les derniers thermiques de la journée. Les colonnes d'air chaud s'affaiblissent avec le refroidissement du sol. Bientôt elles s'éteindront pour la nuit. Argentavis le sait. Pas consciemment peut-être, mais dans cet ensemble de sensations et d'instincts affinés sur des millions de générations qui constituent son intelligence du vent. Il commence à descendre. Pas en chute, en plané long et lent, presque paresseux. Sa silhouette traverse le ciel orange comme une calligraphie vivante. Chaque plume, chaque muscle, chaque gramme de sa structure osseuse, holo, est accordé à ce moment. Ce planer du soir vers le perchoir de nuit. Il passe au-dessus d'un troupeau de macrochénies qui lèvent toute la tête en même temps.
Il passe au-dessus de la rivière, dont la surface reflète le ciel en feu. Il passe au-dessus d'une petite forêt de palmiers et repère, peut-être, le grand tronc d'arbre mort sur lequel il se posera dans quelques minutes. Puis, il disparaît derrière l'horizon de la pampa. Et le ciel redevient vide. Ce vide a duré 6 millions d'années. Il dure encore. Mais nous avons maintenant quelques fragments d'os, quelques équations de physique atmosphérique, quelques modèles informatiques et des histoires comme celle-ci pour essayer de comprendre ce que ce ciel contenait autrefois. Argentavis magnificens, l'oiseau magnifique d'Argentine. Le plus grand planeur biologique que la Terre ait jamais produit. Une créature qui a résolu des problèmes de physique que nos ingénieurs étudient encore. Qui a navigué sur des thermiques au-dessus d'un continent disparu. Qui a dominé un ciel que personne d'autre ne pouvait revendiquer, et qui nous pose, depuis les roches de la Pampa, une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse définitive. Jusqu'où peut aller la vie? Jusqu'où peut aller l'évolution quand on lui donne du temps, des ressources et la liberté d'expérimenter? La réponse est dans les eaux. Elle attend dans les roches. Elle nous regarde depuis le ciel vide. Et maintenant je veux vous entendre, parce que cette histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue dans les questions que vous vous posez, dans les détails qui vous ont frappé, dans les aspects que vous voulez approfondir. Dites-moi dans les commentaires, quelle créature du passé vous fascine le plus? Quel géant disparu mérite selon vous la prochaine enquête? Quel mystère de la préhistoire vous tient éveillé la nuit? Parce que le passé de cette planète est inépuisable. Et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Selon vous la prochaine enquête? Quel mystère de la préhistoire vous tient éveillé la nuit? Parce que le passé de cette planète est inépuisable. Et nous n'avons fait qu'effleurer la surface.